Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast 100% football féminin, Philippe Serve au micro, troisième épisode. Je suis tout seul aujourd'hui, mais ça ne durera pas, rassurez-vous. Dès le prochain épisode, dans une quinzaine de jours, je retrouverai Sylvain Jamet qui était avec moi pour le deuxième. Voilà, on parlera notamment des équipes de France à la veille du tournoi de France et puis de l'Angleterre, puisqu'il en est un spécialiste. Avant de vous donner le menu du jour, qui est assez riche comme d'habitude, je voudrais rendre un hommage et dédier cet épisode à une jeune fille de 15 ans qui nous a tragiquement quittés ces derniers jours. Il s'agit de Tiffaine, une jeune footballeuse qui a joué il y a quelques années à l'Olympique de Marseille. Et puis cette saison, elle était licenciée au FA Marseille. Un tragique accident, d'autant plus tragique qu'il était totalement évitable. Elle est décédée, électrocutée dans son bain, son téléphone portable qui était en charge a glissé dans son bain. Il faut le dire et le répéter encore et encore, n'emmenez pas votre téléphone portable ni aucun autre appareil électrique dans la salle de bain lorsque vous prenez une douche ou un bain. Les accidents sont vite arrivés, de même n'utilisez pas votre téléphone portable lorsque vous roulez, que ce soit en vélo, en scooter, en trottinette électrique, en voiture. Laissez-le tranquille, laissez-le sonner s'il le faut. Nous n'avons qu'une vie, elle peut être ennuyeuse, voire douloureuse, mais nous n'en avons qu'une et si nous la perdons, eh bien il n'y a pas de replay. Et nous laissons derrière nous nos proches, ceux qui nous aiment, notre famille, nos amis, dans l'affliction pour le restant de leur vie. Alors pensez-y. Faites attention. Voilà, désolé d'avoir un petit peu plombé peut-être ce début d'émission, mais je crois qu'il était important de rendre hommage à Tiffaine et d'adresser mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à son club du FA Marseille, à sa présidente Claude Cocchi que j'embrasse bien amicalement et bien fraternellement. Au menu de ce troisième épisode, en première partie, nous nous intéresserons à l'Hexagone, à l'actualité française, le championnat de France de première division, le championnat de France de deuxième division, la Coupe de France qui en arrive à son dernier carré, le championnat de France des U19, le tour élite, le tour final autrement dit. Et puis dans la deuxième partie, nous nous intéresserons bien entendu aux championnats étrangers, l'Angleterre, l'Allemagne qui a enfin repris après sa longue trêve hivernale, et puis l'Espagne et l'Italie. Nous ferons également un point sur les qualifications pour le tournoi olympique de Tokyo qui commencera juste dans 6 mois, au mois d'août, donc voir un petit peu où on en est confédération par confédération. Et puis quelques mots de présentation rapide des divers tournois qui vont arriver très vite, début mars. Nous en parlerons plus abondamment bien entendu lors du prochain épisode avec Sylvain. Le tournoi de France, premier de son nom, mais aussi les traditionnels She Believes Cup aux États-Unis et puis le tournoi de l'Algarve au Portugal. Avant d'aborder tous ces différents sujets, j'aimerais d'abord revenir un petit peu sur ce qui fait l'actualité depuis quelques jours, à juste titre. C'est un petit peu le pavé dans la mare lancé par Gaëtan Tinet à l'occasion de 2 interviews, un premier entretien donné à l'agence France Presse et un deuxième, une interview accordée au journaliste Hervé Matou pour Canal+. Alors on va écouter en intégralité les propos tenus par Gaëtan à Hervé Matou et je compléterai par quelques citations de son entretien pour l'AFP. Gaëtan Tinet, je voudrais juste rappeler un petit peu qui elle est. Elle est un personnage incontournable du football féminin français à 34 ans, 163 sélections en équipe de France depuis exactement 13 ans. Elle a connu sa première sélection le 28 février 2007 contre la Chine. Une victoire 2-0 au cours de laquelle elle marque d'ailleurs son premier but en bleu, le premier de ses 58 buts. Le dernier étant inscrit il y a un peu plus d'un an, le 1er septembre 2018 contre le Mexique en match amical, une victoire 4-0. Gaëtan a été demi-finaliste de la Coupe du Monde 2011. Elle a joué 3 phases finales de Coupe du Monde, 2011, 2015, 2019. Demi-finaliste des Jeux Olympiques en 2012. 3 phases finales de Championnat d'Europe, 2009, 2013, 2017. Elle était championne d'Europe en des moins de 19 ans en 2003. Gaëtan, c'est aussi 331 matchs en première division féminine, avec 155 buts à la clé. Elle a été formée à Saint-Mémy, où elle a joué pendant 6 ans, aux côtés notamment de Marinette Pichon et d'Élise Busseglia. Ensuite, elle a passé 2 ans à Compiègne, dont une année en D2, avant de venir à Juvisy, qui sera son grand club,
9 saisons sous les couleurs juvisiennes, puis 3 sous les couleurs du Paris Football Club, après la fusion entre Juvisy et le PFC, dont elle est bien sûr la capitaine et la meneuse de jeu incontournable. Tiné a été élue meilleure joueuse de D1 à 2 reprises, en 2012 et 2014, l'année où elle a terminé meilleure buteuse de D1 avec 25 buts en 22 matchs. Gaëtane n'est pas seulement incontournable par son palmarès ou par ses statistiques, ni non plus uniquement grâce à son énorme talent de joueuse, une joueuse très technique, très intelligente, une très très belle qualité de frappe de balle, un grand sens de la passe. C'est une des meilleures passeuses certainement de notre championnat. Une grande intelligence de jeu, une vision nettement au-dessus de la moyenne. Mais Gaëtane, c'est aussi un personnage assez charismatique qui s'exprime pourtant rarement en public. Elle donne peu d'interviews, mais lorsqu'elle le fait, c'est de manière extrêmement réfléchie, calme, posée, avec beaucoup d'acuité et surtout sans la moindre langue de bois, ce qui est très très rafraîchissant dans le monde du sport et notamment du football, où la langue de bois connaît quand même d'assez beaux jours, il faut le dire. Cette franchise, cette manière de dire les choses telles qu'elle les ressent, vaut parfois aussi à Gaëtane quelques inimitiés, y compris à l'intérieur de l'équipe de France. Aujourd'hui, elle a donc décidé de s'exprimer après l'échec de l'équipe de France à sa Coupe du Monde l'été dernier. Je rappelle que l'équipe de France a été éliminée en quart de finale par les championnes du monde et futurs vainqueurs, les États-Unis, 2-1. Elle a décidé de s'exprimer pour parler de la gestion de cette équipe de France, mais au sens vraiment très, très global, pas seulement de l'équipe de France même, mais certainement aussi plus généralement du football féminin français. Alors je vous propose d'écouter donc les 4 minutes d'intervention de Gaëtane Tiné sur Canal+. Quand on rate beaucoup de grands rendez-vous, il y a beaucoup de remises en question. Et je pense que la remise en question, elle doit être générale. Ça fait 8 ans que sur chaque grand rendez-vous, on n'est pas présente. Et je pense qu'à l'intérieur de cette équipe, il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup d'expérience. Il ne faut pas vouloir prendre la place du calife. C'est à son niveau, en tant que joueuse, comment on peut faire en sorte que l'équipe soit meilleure. Former des joueuses, c'est une bonne chose. Former des futures championnes du monde, c'est peut-être différent. Et je pense qu'il y a des modèles pour ça en termes de management, de leadership. On le voit avec les garçons. Didier Deschamps, en termes de management, est très très performant. On le voit avec les championnes du monde, les États-Unis, où là, il y a vraiment une approche de la performance qui est complètement différente. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas dans cette recherche, mais je pense qu'à un moment, il faut ouvrir encore plus les yeux. Mais les joueuses, je pense qu'à un moment, il faut être capable d'être plus responsable. J'ai l'impression que parfois, on est un peu infantilisé. Et ce manque de prise de responsabilité à l'extérieur se retrouve aussi sur le terrain. Voilà, et pour des filles comme moi, qui sont leaders au quotidien et depuis des années dans leur club, dans leur vie, dans leur activité professionnelle, le fait de ne pas s'exprimer, c'est aussi une vraie souffrance. Une vraie souffrance. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, j'ai pas de combat et je suis pas en train de combattre Corinne Diacre. Elle fait de son mieux et avec ses qualités, ses défauts, comme tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut, c'est s'ouvrir et s'ouvrir au reste pour que tout le monde soit épanoui, tout le monde puisse atteindre ses objectifs. J'aime l'équipe de France plus que tout. L'équipe de France, pour moi, c'est une passion, c'est des moments d'émotion extraordinaires. Et j'ai pas envie de cracher dans la soupe, en fait. J'ai envie de construire les choses, j'ai envie d'aider à les construire. Mais en fait, je suis pas là pour débattre de mon cas personnel. Moi, ce que j'aime, c'est le football, les émotions qu'il procure, chanter la Marseillaise et être bonne pour mon pays. Derrière, en fait, qu'est-ce qu'on lègue aux nouvelles générations? Est-ce qu'on continue comme ça? Et moi, je suis à un stade où je suis déjà épuisée de garder tout pour moi. Et je suis quelqu'un qui aime être engagé, prendre la parole. Et j'ai envie de dire, voilà, il faut améliorer les choses. Il faut encore plus, il faut encore mieux. Parce que nous, tous les jours, en tant que joueuse, on veut faire plus, on veut faire mieux, avec les moyens qu'on a. Et quelles que soient nos performances, parce que finalement, à la Coupe du Monde, très peu de joueuses se sont exprimées en termes de potentiel. Moi, la première. Donc, je serai prise, je serai pas prise. Ça, c'est pas très grave. Ça va être une blessure pour moi d'entendre la Marseillaise et de pas être sur le terrain, peut-être. Mais
Mais je suis prête à ça pour derrière me dire tu as fait ce que tu devais faire. Voilà donc les propos de Gaëtan au micro de Hervé Matou pour Canal+. Je voudrais compléter ces phrases par quelques citations de l'entretien qu'elle a donné donc au journaliste Jérémy Talbot de l'AFP, de l'agence France Presse, où elle dit, je cite, « L'encadrement ne peut pas faire supporter aux joueuses ce qu'on a oublié de faire ensemble ». Et lorsque le journaliste lui fait remarquer que ses propos semblent cibler clairement le staff actuel, elle répond, c'est difficile de faire cette interview, la limite entre détruire et construire est très fragile. Et ma volonté est réelle de construire. Je ne peux pas léguer à la nouvelle génération un système, une approche, sans dire qu'il faut la moderniser. C'est mon devoir. Le journaliste la relance alors en lui demandant, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, auquel elle se réfère, vous l'avez entendu aussi dans l'autre interview, est-il l'antithèse de Diacre ? Et Gaëtan rétorque, ce qui est sûr, c'est qu'il protège ses joueurs, il les aime, il les emmène, il les fédère. Corinne Diacre ou d'autres, au pluriel, mon discours n'est pas anti-Corinne Diacre, je vois au-delà, doivent s'inspirer de cela. En tout cas, le football féminin a besoin d'avancer sur ces points-là, sinon on ne réussira jamais. Fin de citation. Voilà, je crois qu'il faut d'abord souligner le courage, l'intégrité de Gaëtan Tiné à s'exprimer ainsi. Comme lui ont fait remarquer les deux journalistes, elle risque probablement, peut-être, on verra, de perdre sa place en équipe de France, à laquelle elle tient tant pourtant, à cause de sa franchise. Alors bien sûr, on pourra dire que les propos de Gaëtan apportent de l'eau au moulin aux détracteurs compulsifs, obsessionnels de Corinne Diacre, dont le seul nom entraîne chez ses supporters des spasmes du type pavlovien. Mais je pense qu'il faut croire la capitaine du Paris FC lorsqu'elle affirme être bien plus animée par un désir de remettre toutes les choses à plat plutôt que de simplement s'en prendre à sa sélectionneuse. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, je gage que Gaëtan, avec sa détestation de la langue de bois et son goût pour la franchise, aurait exprimé noir sur blanc, si je puis dire, ses griefs personnels contre Diacre. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre les diverses réactions. D'abord celle de Corinne Diacre, si elle arrive, celle de Noël Le Graët, bien entendu, le président de la FFF aussi, et puis peut-être celle d'autres joueuses. On va attendre aussi la communication de la sélection de l'équipe de France pour le tournoi de France, voir si Gaëtan Tiné y est ou pas. Et puis on reparlera de tout ça lors du prochain épisode avec Sylvain, on verra bien où on en est. Et si le pavé lancé par Gaëtan Tiné fait beaucoup de ronds dans l'eau. Commençons donc par l'actualité française et bien entendu par la D1 Arkema, dont on jouait il y a maintenant une dizaine de jours, c'était à l'avant-dernier week-end, la 15e journée de championnat. Aucune surprise, si ce n'est une curiosité, aucune des 6 équipes qui recevaient n'a réussi à l'emporter sur son terrain. Une seule a évité la défaite, c'est la deuxième curiosité si je puis dire, puisque celle-ci c'est le FC Metz, dernier du classement, et qui a pris son 2e point seulement de la saison en tenant tête, si l'on peut dire, à Guingamp. 0-0, c'est plutôt un mauvais résultat pour Guingamp, habitué à des bons résultats à l'extérieur, comme je l'avais déjà signalé lors des épisodes précédents. Metz qui reste donc, malgré ce 2e point pris, bon dernier, et avec 9 points de retard, on le verra au classement sur le premier relégable. On peut continuer à dire que pour Metz, les carottes semblent cuites, alors que pour les Guingampaises, cette 5e place au classement qu'elles occupaient avant le championnat est conservée, mais elle voit revenir à hauteur le Paris FC, qui a remporté un 3e succès consécutif sur la pelouse de Dijon, très net, 4-0. Un but de Sow dès le début du match, puis en deuxième mi-temps un doublé de Clara Matteo qui est très en forme et peut-être que Corinne Diacre va s'en apercevoir, et un but de Savin. Le leader Lyon continue à être invaincu dans ce championnat. À vrai dire, ce n'est pas une surprise après cette journée, puisque les Lyonnaises allaient défier l'Olympique de Marseille, premier relégable sur sa pelouse, et les Lyonnaises l'ont emporté par 8-0. En première mi-temps, les Marseillaises ont donné une opposition plutôt correcte, même si elles étaient menées 2-0 à la pause sur un but de Kumagai au quart d'heure de jeu, puis un de Renard à 5 minutes de la mi-temps, sur penalty. On peut dire que le jeu était plutôt cohérent du côté des Marseillaises, il était assez ambitieux aussi, les Marseillaises ne jouaient pas regroupées derrière.
C'était plutôt positif. Du côté de Lyon, par contre, c'était pas très brillant, il faut bien le dire. Mais en deuxième mi-temps, tout a changé. Les Lyonnaises sont revenues visiblement avec d'autres intentions et comme souvent, elles ont marqué dès la reprise par Mbok à la 49e minute et ensuite ça a été l'habituel déferlement, un but de Nikita Paris, un deuxième de Wendy Renard, le premier but sous ces nouvelles couleurs de Noémie Feller, dont nous avions parlé avec Sylvain lors du dernier épisode. C'est la jeune internationale U20, vous le savez, prêtée pour 6 mois par le Stade de Reims, donc qui a marqué son premier but lyonnais. Et puis ensuite un doublé pour la star allemande de l'Olympique lyonnais, Jennifer Marozan. Donc 8-0, le score est évidemment très sévère, surtout lorsque l'on pense qu'en 3 matchs cette saison, face à Lyon, Marseille a subi 3 défaites, ça c'est assez normal. 3 matchs, 1-2 en championnat, 1 en Coupe de France, a marqué un but et en a encaissé 23 en 3 matchs. Ça fait beaucoup. Si Lyon l'a emporté largement, le Paris Saint-Germain l'a emporté aussi à l'extérieur à Soyo, moins largement, c'était le dimanche, 3-0, un but de Nadim en début de match, suivi de 2 buts coup sur coup juste avant la mi-temps de Gayoro et de Katoto. 3-0 à la pause, en deuxième mi-temps plus rien. La faute sans doute aux maladresses des joueuses parisiennes, mais aussi à la brillante partie de la gardienne de Soyo, Robin Munich. À la fin du match, Olivier Chouafny ne semblait pas très heureux, je dois dire, lors de l'interview d'après-match. Je l'ai rarement vu comme ça, chouf, comme on l'appelle. D'habitude, il est plutôt disert, c'est quelqu'un de sympathique qui discute facilement. Là, il était très très fermé, le visage très fermé. On sentait quelqu'un qui n'avait pas du tout envie de parler. Et alors, est-ce que c'était dû au fait que les Parisiennes n'avaient pas réussi à marquer plus de buts? Est-ce qu'il y avait un problème, je ne sais pas, par rapport à l'arbitrage, par rapport au terrain, par rapport à la réception de Soyo? Ça, je pense absolument pas. Par rapport à la personne qui l'interviewait, je n'en ai strictement aucune idée. Mais le fait est là, c'est que Chouafny avait l'air vraiment ouais, très très fermé et bougon. Montpellier est allé écraser Reims, le promu, sur sa pelouse 7-1 en ouvrant le score dès le coup d'envoi par Sakina Karchaoui qui a marqué son 4e but en 4 matchs. Depuis qu'elle joue plus haut, ça lui réussit bien. Et ensuite, c'était un peu un déferlement là aussi avec 4 autres buts en première mi-temps, signés Toletti, Le Bihan, Landeka et Pederman. C'était donc 5-0 à la pause. En deuxième mi-temps, Valérie Gauvin a ajouté un 6e but. Mélissa Gomez a réduit le score, sauvé l'honneur, on va dire, pour Reims, avant que Marie-Charlotte Léger, qui venait de rentrer, ne clôture le score à la toute dernière minute. Donc 7-1 pour Montpellier à Reims, qui ne reprend pas de points cependant à Bordeaux, puisque Bordeaux, le 3e, est allé s'imposer à Fleury 2-0 grâce à un doublé de sa joueuse la plus en forme certainement actuellement, l'internationale Vivi Assey. Vivi Assey, c'était plus 7-7 dans ce match. Premier but à la 7e minute et le deuxième but à 7 minutes de la fin, la 83e. Ça a suffi. 2-0 pour Bordeaux à Fleury. Le dernier match, je vous l'ai déjà donné, c'était donc le match entre Metz et Guingamp et ça a fait 0-0. Alors, classement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, pas de surprise. Lyon conserve donc la tête avec 3 points d'avance toujours sur le Paris Saint-Germain. Les positions ne bougent pas, hein, alors que leur confrontation directe qui se jouera à Paris, je le rappelle, se rapproche. C'est pour le 14 mars. Le PSG qui lui-même conserve 4 points d'avance sur Bordeaux 3e, qui conserve 4 points d'avance sur Montpellier 4e. Ensuite, il y a un trou puisque Guingamp et le Paris FC se partagent la 5e place, mais à 7 points de Montpellier. Donc le rêve qu'avaient peut-être les Guingampaises de se rapprocher de Montpellier et peut-être pourquoi pas à terme de décrocher la 4e place semble s'éloigner. Derrière, il y a encore un petit trou puisque Soyo se retrouve à 7 points de Guingamp et Paris FC et Fleury à 9 points. Mais ça, c'était avant ce dimanche puisque Soyo et Fleury disputaient une rencontre en retard et Fleury est allé gagner en Charente sur le terrain de Soyo 1-0, un but de Stine Larsen, ce qui fait que Fleury saute, si je puis dire, par-dessus les épaules des Sojaldiciennes et occupe désormais la 7e place avec 17 points, donc à 6 points du tandem
Guingamp, Paris FC. Soyaux est 8e avec 16 points. À la 9e place, on trouve Reims avec 14 points. À la 10e, c'est la première équipe non relégable, Dijon, 11 points. À la 11e place, première équipe relégable, l'Olympique de Marseille, 6 points, et qui a donc toujours 5 points de retard sur Dijon. Et à la dernière place, le FC Metz avec 2 points, 4 points de retard sur Marseille et surtout 9 points de retard sur Dijon. Au classement des buteuses de cette première division, plusieurs joueuses ont marqué, mais c'est Marie-Antoinette Catoto qui tire les marrons du feu, puisque c'est la seule des 3 premières à avoir marqué en fait. Plus 1, elle en est à 16 buts désormais, elle devance Ada Egerberg, 14 buts, mais vous savez que Ada Egerberg ne peut plus améliorer son total, puisqu'elle s'est fait malheureusement les croisés, et qu'elle ne rejouera plus jusqu'à la saison prochaine. Donc elle reste plantée, si je puis dire, à 14 buts. Troisième ex aequo, Kadidia Toudiani et Viviane Assey, qui avec son doublé rejoint donc sa compère de l'équipe de France, Diani, 11 buts chacune. À la 5e place, Khadija Shaw, la Jamaïcaine de Bordeaux, Lena Peterman qui a marqué pour Montpellier et Jennifer Marojane avec son doublé, 9 buts pour chacune. À la 8e place, on trouve 2 buteuses de cette journée, Nadia Nadim du PSG et Valérie Gauvin de Montpellier avec 8 buts. Et enfin, à la 10e place apparaît Wendy Renard avec son doublé et ses 7 buts. On remarque que sur les 10 meilleures buteuses, eh bien, on ne trouve que des joueuses du quatuor de tête. On trouve 3 parisiennes, 3 lyonnaises, 2 bordelaises et 2 montpelliéraines. Au classement des passeuses, Jennifer Marozan, qui a réussi une passe décisive dans la rencontre à Marseille, conserve son avance avec 12 passes décisives devant Nadia Nadim qui elle aussi en a réussi une, 8. Troisième, Delphine Cascarino et Amel Majri, les deux lyonnaises, plus une chacune avec 6 au total. Et à la 5e place, Lena Peterman qui a fait 2 passes décisives avec Montpellier, rejoint Kadidia Toudiani, 5 passes décisives toutes les deux. À la 7e place, Ada Egerberg qui est donc bloquée, Sandy Toletti avec une passe décisive ce dimanche, Khadija Shaw et Marion Torrent, 4 passes décisives chacune. La prochaine journée de championnat sera donc la 16e, ça se passera le 22 février, avec donc le samedi le PSG qui se déplacera à Guingamp, le PFC, le Paris Football Club qui recevra Reims, attention parce que Reims, s'il n'est pas à l'aise à domicile, marche bien à l'extérieur, je ne cesse de le répéter. L'Olympique de Marseille recevra Fleury et là ce sera peut-être, bon on le répète c'est vrai de match en match, mais le match de la dernière chance pour l'OM. Metz, la Lanterne Rouge, recevra Dijon, le premier non relégable. C'est un match très très important pour Dijon qui a une belle occasion de l'emporter et qui est une belle occasion de prendre peut-être le large définitivement par rapport à l'OM si l'OM était en difficulté face à Fleury. Et puis il y aura le derby entre Soyaux et Bordeaux. Et puis le dimanche 23 février, il y aura l'affiche incontestable de cette 16e journée, puisque les Lyonnaises et les leaders recevront Montpellier 4e. Lyon-Montpellier, c'est toujours une affiche en championnat de France féminin. Bien sûr, Lyon partira largement favori, mais c'est un match qui devrait être spectaculaire. Voilà pour la première division. On passe à la D2. Dans le groupe A, ici les Moulineaux, le solide leader qui avait subi de manière surprenante sa première défaite de la saison lors de la journée précédente. Ici les Moulineaux s'est parfaitement repris en pulvérisant la Lanterne Rouge Bergerac, la pauvre équipe de Bergerac qui n'a toujours pas pris le moindre point dans ce championnat. Bergerac écrasé 8-0. Avec un doublé de Amani, un doublé de Thomas, un but de Boudaoud et un triplé pour Teinturier. Donc ici reprend sa marche et conserve 8 points d'avance sur ses poursuivants, ce qui devrait lui suffire pour accéder à la première division. Il reste 8 matchs à jouer. Derrière, eh bien, c'est Nantes et Rodez qui ont fait la bonne opération. Rodez en s'imposant à Saint-Malo 2-0 grâce à 2 buts en deuxième mi-temps de Cans et Austrie. Et puis Nantes, surtout, qui est allé écarter de la lutte pour l'instant pour la deuxième place à Montauban, en allant écraser les Montalbanaises chez elles, 4-1. Un triplé pour Baldé, un but de Messager. C'est Constant qui a sauvé l'honneur des Montalbanaises. Les autres résultats,
Orléans a battu Saint-Maur 3-0 grâce à un but de Wenger en début de match, puis 2 buts de Abidi et Quentin en deuxième mi-temps. Albi a remporté une victoire extrêmement importante sur La Roche-sur-Yon, on le verra au classement, 2-1 grâce à des buts de Toumi et Morin contre un but de Payas. C'est en fin de match que la décision s'est faite. Et puis un résultat très important, c'est Toulouse qui est allé s'imposer à Brest 1-0, un but de Lissard en début de match. C'est très important parce que Toulouse est à la lutte pour le maintien avec Albi, et comme Albi a gagné, eh bien Toulouse a été bien inspiré de l'emporter également. Au classement, eh bien, ici les Moulineaux, donc je vous l'ai dit, compte 8 points d'avance sur le tandem Nantes-Rodez, alors que Montauban se trouve à 10 points maintenant de ici. Mais c'est en bas qu'il faut regarder. Bergerac, on peut dire, est condamné, 11 points de retard sur la première équipe non relégable. Par contre, la deuxième place donc sur le siège éjectable va se jouer entre Toulouse 10e, 11 points, et Albi 11e, 8 points. Lors de la prochaine journée, le 23 février, ce sera la 15e journée, eh bien Toulouse et Albi vont s'affronter à Toulouse. Ce sera un peu du quitte ou double. Si Toulouse s'impose à domicile, Toulouse aura 6 points d'avance et ça sera bien difficile pour Albi de revenir. Le leader ici jouera à Saint-Maur, tandis qu'on aura pour le reste de la journée les rencontres Rodez-Brest, Nantes-Orléans, La Roche-sur-Yon, Montauban et Bergerac-Saint-Malo. Dans le groupe B maintenant, le mano à mano entre Saint-Étienne et Le Havre se poursuit, puisque les deux équipes l'ont emporté. Victoire facile pour Le Havre face à Grenoble 4-0. Début de Clark et Policarpo en première mi-temps, de McDonough et Louis en deuxième mi-temps. Victoire beaucoup plus difficile pour Saint-Étienne à Thonon-Évian, 2-1. Une victoire acquise dans le temps additionnel. Laurie Jésus avait ouvert le score en début de match, mais à 20 minutes de la fin, Young a égalisé pour Thonon. Et ce n'est donc qu'à la 93e minute qu'Audrey Chaumette a donc donné la victoire à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui confirme quand même ses difficultés en ce début d'année 2020, puisqu'il y a eu le match nul à Nice chez les promus, 0-0. Le match nul à domicile contre la Lanterne Rouge Saint-Denis, qui n'a toujours pas gagné un match, 2-2. Et maintenant, cette victoire difficile à Thonon, qui est une équipe qui joue aussi le maintien, 2-1, c'est un petit peu inquiétant quand même pour les Amazones. Bonne opération de Iser qui est allé emporter à Nice 2-0. J'étais au match, c'était un match agréable, un bon match de D2. Les Niçoises n'ont pas grand-chose à se reprocher, elles ont fait un match très correct, mais Iser c'est solide, c'est cohérent. C'est pas génial, mais voilà, on sent l'expérience de l'équipe de D2. Donc un but de Pogna en début de match contre le cours du jeu, et une demi-heure plus tard de Anaïs Ribera, la meilleure buteuse de ce groupe B. Il n'y avait que 4 matchs. Le quatrième, c'était Amiens qui a remporté une victoire très importante, puisque Amiens est le premier relégable. Victoire sur Saint-Denis, la Lanterne Rouge, 3-1, grâce notamment à un doublé de Vassan et un but de Mella contre un but de Pugnetti. 2 matchs ont été remis, ceux qui opposaient Lille et Nancy et Vendenheim et Arras. Au classement, donc, Saint-Étienne et Le Havre restent à égalité, 34 points chacune, avec 6 points d'avance sur Iser, 7 sur Lille qui compte un match en moins, et 9 sur Nancy qui compte également un match en moins. À partir de la 7e place, on joue le maintien, et là ça devient passionnant, car si Saint-Denis est vraiment largué, Saint-Denis a désormais 10 points de retard sur Nice, le premier non relégable, et bien derrière on a 5 équipes qui se tiennent en 4 points pour une seule place. Ça va être chaud jusqu'au bout. Grenoble et Thonon ont 14 points, Arras 13 points, un match en retard, Nice 12 points, premier non relégable, et Amiens 10 points. Et la prochaine journée va évidemment être très importante, la 15e, puisque Grenoble va recevoir Nice, 2 points séparent les deux équipes, que Thonon-Évian joue à Iser, un match bien difficile, Amiens joue chez le leader Saint-Étienne. Il y aura également Saint-Denis-Arras. Arras pourrait en profiter pour faire une bonne opération. Les autres matchs, eh bien, Le Havre jouera à Nancy. Attention au déplacement. Et puis Vendenheim recevra Lille. Au classement des buteuses, c'est Anaïs Ribera, donc je vous l'ai dit, qui est en tête avec 15 buts devant Laurie Jésus, 10 buts. Je ne vous ai pas donné le classement des buteuses du groupe A, c'est Charlotte Fromentin de Montauban qui est en tête avec 16 buts, devant Laurie Teinturier 15 buts, et Anne-Marie Badouta de Rodez 12 buts. Voilà pour la D2 féminine.
Avant de s'intéresser à la Coupe de France en quart de finale, un regard sur le championnat de France U19 Élite. On a joué les troisième et quatrième journées. Lors de la troisième journée, les deux favoris, c'est-à-dire le tenant du titre, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, ont gagné difficilement. Le PSG s'est imposé à Dijon 1 but à 0, un but en deuxième mi-temps de l'international U20 Henninger, alors que Lyon a battu l'Olympique de Marseille également un petit but à 0 à Lyon. Un but inscrit à un quart d'heure de la fin par Baga. C'est un joli résultat des Marseillaises quand même. Et puis Bordeaux est allé s'imposer à Guingamp 2 buts à 1 grâce à des réalisations de Derry et Anjibou contre un but de Haller. Dimanche dernier, c'était la quatrième journée. Victoire du PSG sur Guingamp, 2 buts à 1, de but de Ossine et Folquet contre un but de Le Campion. Lyon a battu Dijon 4 buts à 2, avec un doublé notamment de Benrabah et des buts de Batouri et Morera, alors que pour Dijon, les buts ont été inscrits par Padou et Benchao. À noter l'expulsion d'une joueuse dijonnaise, Clémence Rondy, en deuxième mi-temps. Enfin, Marseille a battu Bordeaux 2 buts à 1 grâce à deux buts marqués très très rapidement, troisième et neuvième minute par Irmamze Issa. Bordeaux réduisant la marque à la 22e minute par Manon Astier, mais ne pouvant pas revenir au score. Donc Marseille bat Bordeaux 2 buts à 1. Au classement, le PSG et Lyon sont à égalité en tête avec 10 points. Troisième ex-aequo, Dijon et Marseille 6 points. Bordeaux 3 points et Guingamp ferme la marche avec 0 points. On passe donc à la Coupe de France. On connaît désormais le dernier carré sans grande surprise puisque l'on retrouve les deux grands favoris, l'Olympique Lyonnais, le tenant du titre, et le Paris Saint-Germain. On retrouve les Girondines de Bordeaux qui sont allés éliminer Montpellier sur son terrain, je vais y revenir. Et puis Guingamp qui a éliminé Reims. Montpellier-Bordeaux, c'était l'affiche de ces quarts de finale au stade Bernard Gasset. Un match extrêmement spectaculaire avec beaucoup de buts, 6 au total, 3 de chaque côté, une rencontre qui est allée au tir au but et plein de rebondissements puisque c'est Bordeaux d'abord qui a ouvert le score, Bordeaux qui était privé quand même de plusieurs joueuses, Lavogé suspendu et Bilbao blessé, qui a perdu également Istiar, sa défenseur à la mi-temps. Mais tout avait bien commencé pour Bordeaux puisque dès la 13e minute, Bordeaux ouvrait le score par Oulé Matassar qui allait être l'héroïne de la journée et qui permettait donc aux Girondines de mener 1-0. Il fallait attendre la 31e minute pour voir Montpellier égaliser sur un corner de Toletti. Peterman reprenait de la tête, Gilles repoussait et puis Peterman reprenait comme ça venait et égalisait donc pour Montpellier. Et 5 minutes avant la mi-temps, eh bien Montpellier prenait l'avantage par Clarisse Lebihan, encore sur un corner de Toletti. Le ballon lui revenait plein axe et elle passait une excellente reprise de volée en pleine lucarne. Ça faisait donc 2-1 au repos pour Montpellier. Dès la reprise, Montpellier enfonçait le clou à la 47e minute par Sandy Toletti, deux fois passeuse et cette fois buteuse. 3-1 pour Montpellier. On pensait que le match était plié. Et puis à la 63e minute, Bordeaux obtenait un penalty. Vivi Assey était prise en sandwich à l'entrée ou dans la surface de réparation montpelliéraine. Elle essayait de se faire justice elle-même et elle tirait très mal son penalty, il faut bien le dire, et Cindy Perrault le repoussait. À ce moment-là, Montpellier menait donc toujours 3 buts à 1 et on donnait plus cher du tout des chances des Bordelaises de pouvoir revenir. Et pourtant, les Bordelaises allaient le faire, puisqu'en 2 minutes seulement, c'est encore Oulé Matassar, déjà buteuse, qui allait d'abord égaliser sur une contre-attaque à la 78e minute, puis ensuite, 2 minutes plus tard seulement, à la 80e, sur un bon travail de Shaw puis de Garbino, eh bien Sarr égalisait, donc à 3 partout à 10 minutes de la fin. Le coup était très très dur pour les Montpelliéraines. Plus rien ne changeait jusqu'à la fin du match. Et vous savez qu'en Coupe de France féminine, il n'y a pas de prolongation, on passe directement au tir au but. Les 5 premières joueuses de chaque équipe transformaient leur tir, et souvent de très très belle façon d'ailleurs. On arrivait donc à la mort subite, si je puis dire. La première équipe qui ratait son tir au but était éliminée. L'Ardèze réussissait le sien pour Bordeaux. Et puis la pépite de Haïti, Mon Désir, voyait son tir arrêté, détourné
par Romane Bruno, la gardienne de Bordeaux, et qui qualifiait donc son équipe au bout d'un match vraiment complètement fou. Bordeaux élimine donc Montpellier. Le deuxième match accroché, je dirais, était le dimanche avec Guingamp qui recevait Reims. Une équipe guingampaise qui ne marche pas toujours très bien à domicile, une équipe rémoise qui marche souvent bien à l'extérieur. Le match s'annonçait donc indécis. Guingamp parvenait à ouvrir le score avant la demi-heure de jeu par Ella Palis. Et à 10 minutes de la fin, menait toujours 1-0, donc on pensait que la victoire était plus ou moins dans la poche. Et puis voilà que Reims égalisait sur un corner. La défense guingampaise cafouillée et Herrera servait Houchen qui marquait de la tête. Un but partout donc à 10 minutes de la fin. On arrivait dans le temps additionnel, les jeux semblaient faits, on allait aller au tir au but, c'était quasiment certain. Mais Guingamp obtenait un dernier coup franc à 18 mètres du but, légèrement désaxé sur la gauche. Et Faustine Robert, une spécialiste des coups de pied arrêtés, adressait une magnifique frappe enveloppée du pied droit qui allait se loger en pleine lucarne opposée et donnait donc une victoire un peu inespérée à Guingamp. Une défaite très dure en revanche pour Reims. Guingamp ira donc en demi-finale. Moins de problèmes évidemment pour Lyon et pour le Paris Saint-Germain, encore que ça n'a pas été de très larges victoires, puisque Lyon s'est imposé sur le terrain de Dijon seulement 2-0. Et il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les Lyonnais ouvrir le score, c'est assez rare pour être signalé. Mais on se souvient qu'en championnat, Dijon avait tenu en échec Lyon 0-0, un véritable exploit à l'issue d'un match défensif héroïque. Eh bien, on se demandait si les choses n'allaient pas se reproduire. C'est Delphine Cascarino qui a ouvert le score à la 51e minute, donc en reprenant de très très jolies manières d'une talonnade au premier poteau, un centre de Lucie Bronze. À un quart d'heure de la fin, Lyon enfonçait le clou par Nikita Paris, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les feuillets, servi par un véritable caviar de Cascarino, encore elle qui avait fixé la gardienne Mylène Chavas de Dijon. Donc 2-0 pour Lyon, mais Dijon peut se dire que finalement ils ont assez bien résisté. 0-0 en championnat sur leur terrain, battu 2-0 à Lyon seulement au match retour, battu à nouveau seulement 2-0 en Coupe de France. Finalement, c'est pas si mal pour les Dijonnaises. Paris Saint-Germain affrontait le Petit Poucet, la dernière équipe de D2 féminine qui restait en course. La victoire a été petite, là aussi, on va dire, pour une équipe comme du standing du Paris Saint-Germain, 3-1, avec une grosse surprise d'entrée, puisque c'est Arras qui ouvrait le score après seulement 10 minutes de jeu par une joueuse championne du monde des moins de 17 ans en 2012, on s'en rappelle. Pauline Cousin, l'ancienne joueuse de l'Olympique de Marseille, qui a laissé un superbe souvenir aux supporters de l'OM, aussi bien comme joueuse que comme personne. Et Popo, comme on l'appelle, ouvrait donc le score dès la 10e minute en reprenant de volée un ballon mal repoussé par la défense parisienne. Un but superbe que Olivier Echouafny, après le match, avait encensé littéralement. Et il a dit que sur le banc, tout le monde s'était levé, et sur le banc du PSG, tout le monde s'était levé pour applaudir, car le geste de la joueuse était parfait. Malheureusement pour Arras, les réjouissances n'allaient pas durer, puisque dans la minute suivante, PSG égalisé par Nadia Nadim, qui reprenait un centre de Sévic d'une demi-volée et remettait donc les deux équipes à égalité. Et puis Paris prenait l'avantage 5 minutes avant la mi-temps par Léa Khelifi et enfonçait le clou dès la reprise, 5 minutes après, par Nadia Nadim, donc qui réussissait le doublé. Et Olivier Echouafny avait fait tourner, puisque pas mal de joueuses étaient soit sur le banc, soit laissées à la maison, comme Endler par exemple, Moroni, Formiga, Gayoro, Katoto, Lawrence n'était pas là, entre autres, Périssé également était sur le banc. Voilà, donc on connaît les demi-finalistes. Je les rappelle, donc Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux et Guingamp. On va attendre le tirage au sort qui sera ce mercredi. Alors vous pouvez faire vos paris, quel va être le résultat de ce tirage au sort. Allez, moi je parie, je prends mes responsabilités, je parie pour un Guingamp-Lyon et pour un Bordeaux-PSG. Voilà, on verra bien. Voilà donc fin de cette première partie qui a été réservée à l'Hexagone. Dans la deuxième partie de ce troisième épisode, nous prendrons le chemin de l'étranger.